Chers amis de TVL, bonjour et bienvenue dans Passé Présent, votre émission historique présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Ce trimestre, la revue qui vient de sortir ce 14 novembre vous propose un numéro consacré à la terreur. La terreur, cet épisode sanglant de notre histoire, 10 mois d'une sauvagerie extrême sous la férule des éléments les plus fanatiques de la Révolution qui ne s'achèvera qu'avec la chute de Robespierre et ses amis. Cette terreur institutionnalisée, totalitaire, fut pensée comme un moyen de gouvernement pour éradiquer les contestataires de l'ordre nouveau. Et au premier rang des contestataires, on retrouve les Vendéens qui furent victimes d'un véritable génocide, ainsi que vont nous l'expliquer nos invités, Reynald Secher et Jacques Villemain. Reynald Secher, Jacques Villemain, bonjour. Bonjour. Reynald, vous êtes bien connu des téléspectateurs de TVL, vous êtes en effet un spécialiste reconnu des guerres de Vendée, vous avez été l'un des premiers à reprendre le terme de génocide vendéen. Vous avez soutenu 2 thèses sur le sujet, l'une en 1983, Anatomie d'un village vendéen, La Chapelle-Basse-Mer, essai sur les notions de légitimité et de l'égalité, et l'autre en 1985, Contribution à l'étude du génocide franco-français, La Vendée vengée. Cette dernière thèse a d'ailleurs été publiée dans les presses universitaires de France, puis rééditée par Perrin en 2006. Vous avez également publié Vendée du génocide au mémoricide en 2011 aux éditions Le Cerf. Notre autre invité, donc Jacques Villemain, vous êtes diplomate, juriste, diplômé de Sciences Po et de l'ENA. Vous avez travaillé sur les questions de justice et de droit pénal international et sur la guerre de Vendée. Vous avez publié 2 ouvrages déjà chez Le Cerf. En 2017, Vendée 1793-1794. Vous abordez plus les questions de droit. En 2020, Génocide en Vendée. Et dans un mois va paraître une histoire politique des colonnes infernales, toujours aux éditions Le Cerf. Alors, il y a un an, Reynald Secher, vous étiez mon invité à l'occasion de la sortie du film Vaincre ou mourir, qui présentait l'épopée de Charette, un des principaux chefs vendéens. Alors, ce film a connu un franc succès, un peu inattendu, et on peut dire que son principal allié a même été le battage médiatique très défavorable et bruyant de la gauche. Libération et l'Obs qui furent aux premières loges. Alors, nous n'allons pas refaire le film, mais pouvez-vous rétrospectivement revenir sur cet épisode? Comment vous l'analysez, cette période? Alors, vous savez, je vais revenir à votre présentation initiale, quand vous parlez d'abord de la monographie que j'ai faite sur la Chapelle-Basse-Mer, puis le travail macro-historique que j'ai fait sur la globalité de la Vendée. En fait, jusqu'en 1980-82, à l'université, la Vendée était un non-sujet. Et on justifiait cela, c'est l'école marxiste dominante au sein de l'université, par le fait qu'il n'y avait pas de matériaux de toute nature d'ailleurs, et qu'on avait réduit ça à une simple guerre civile avec des atrocités de part et d'autre. Et Jean Meyer, qui était mon professeur, était un peu perturbé par ce raisonnement universitaire, et c'est pour ça qu'il m'a demandé de faire un carottage dont la finalité première et exclusive était de vérifier si effectivement il y avait du matériel pour essayer de comprendre cette Vendée. Et c'est pour ça qu'on a fait une monographie, ce qui est un cas unique au sein de l'université. Et à partir de là, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement un objet, qu'il y avait un véritable sujet, le sujet qui pouvait être traité différemment, c'est-à-dire qu'on s'apercevait que les bourreaux comme les victimes, à l'époque on ne parlait pas du tout comme ça, on parlait des royalistes et des républicains, et au-delà de la guerre civile, il y avait autre chose. Voilà. Et donc c'est cette première thèse qui a permis de discerner cela, et je vais faire la démonstration par la suite avec le génocide franco-français, la Vendée vengée. Et après, les juristes vont s'emparer du sujet, notamment et surtout Jacques. Alors pour revenir à ce que je vous disais sur le film, à notre époque, le sujet est toujours très sensible. Justement parce que les universitaires de gauche, qui maîtrisent toujours l'université française, et les journalistes sont toujours dans cette logique du non-sujet.
Bon, et c'est pour ça que on veut pas parler de la Vendée. Et surtout au niveau du cinéma, et surtout lorsque c'est le Puy du Fou qui réalise un tel sujet. Du film, oui. Et j'étais surpris par la médiocrité de l'addition d'articles qu'il y a eu sur ce film, médiocrité de la critique du film, mais aussi médiocrité de la connaissance de l'histoire de Vendée. Et ce qui nous a beaucoup servi, c'est que Libé a fait tout de même 5 pages, dont une première, et la presse a repris cela sans même essayer de retoucher, de vérifier, ou de nous faire simplement appel, que ce soit Nicolas de Villiers, qui est le réalisateur, ou nous, tous les deux, en tant que technicien de la Vendée. Donc c'était effectivement la meilleure publicité. Alors, mais ce qu'on oublie aussi très souvent, c'est que la guerre de Vendée, ça a d'abord été, comme vous dites, le soulèvement d'un peuple. La guerre de Vendée est, dans un premier temps, une guerre civile. Il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après. Elle n'est pas unique. D'ailleurs, en France, on peut considérer en 1793, et les historiens sont unanimes à ce sujet, qu'entre 60 et 70% du territoire national est insurgé face à Paris. Donc, c'est quelque chose de tout à fait banal. Ce qui devient extraordinaire, pour des raisons de contexte, mais on ne va pas en reparler, c'est que, faute de répression immédiate, il va y avoir création d'un énorme territoire, avec une population qui va se fédérer autour à la fois de sa foi, et bien entendu de la défense du système politique qu'elle voit comme la meilleure garantie de son identité. En fait, la monarchie lui garantit d'être, tout simplement. Donc on peut dire qu'il s'agit avant tout d'une guerre politique. C'est une guerre religieuse et politique. Oui, pour reprendre ce que vous disiez sur le film, moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le manque d'analyse des guerres de Vendée par l'école dominante qu'on peut appeler néo-robespierriste. Moi, je suis venu à la Vendée de manière tout à fait incidente, parce qu'à l'époque, je travaillais, comme vous l'avez rappelé, sur les questions de droit pénal international, puisque le tribunal pénal international se trouve à La Haye, où là, j'ai vraiment beaucoup mangé de droit et de jurisprudence sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide. Et en rentrant en France, en prenant le TGV, n'est-ce pas, de Rotterdam à Paris, je tombe sur une revue d'histoire qui est la grande revue d'histoire qu'on trouve dans tous les kiosques, qui parlait de la guerre de Vendée en expliquant c'est juste des crimes de guerre. Et en lisant l'article, je me disais là quand même, on est certainement très très au-delà du crime de guerre, et ça m'a donné envie de creuser le sujet pour voir comment ça se qualifierait juridiquement. Et ça a été mon premier ouvrage où il y a bien des crimes de guerre, mais il y a eu aussi attaque généralisée ou systématique contre une population civile, ce qui est le contexte qui caractérise le crime contre l'humanité. Et sur la fin, les colonnes infernales, ou du moins à l'époque je pensais que c'était seulement sur la fin, aujourd'hui je suis en train de réviser un peu ma position, c'est le génocide, c'est-à-dire destruction totale ou partielle d'un groupe humain visé en tant que tel. Et ce qui est frappant dans le discours universitaire dominant, c'est au fond l'absence d'analyse, c'est-à-dire de décomposition des faits. On a une vision purement idéologique avec cette idée qu'il y avait au fond le progrès qui aurait été le gouvernement révolutionnaire parisien et la réaction qui aurait été la Vendée. Et là vraiment, Hannah Arendt a raison. L'idéologie, c'est ce qui permet d'abolir le réel. Et parce qu'on voit ça avec des yeux, avec des lunettes totalement orientées. Mais quand on décompose les faits, c'est-à-dire d'un côté les massacres et la manière dont ils ont été perpétrés, d'autre part l'organisation qu'il y a derrière, car il y a une organisation. On ne massacre pas entre 22 et 23% de la population de toute une région, quand même 170 000 morts, mais on peut aller certainement jusqu'à 250 000, peut-être même jusqu'aux 300 000 qui ont été longtemps évoqués. Ça ne peut pas être la faute à pas de chance. Il faut quand même une sacrée organisation pour réaliser ça. On va en parler, oui. Et ça a été le sujet de mon deuxième ouvrage sur le génocide en Vendée, et celui que je fais paraître dans un mois, qui est une histoire politique
des colonnes infernales. Là, je démontre, mais d'un point de vue politico-administratif, comment cette expédition, qui mobilise quand même l'équivalent de 40 régiments, ce qui n'est pas rien, pendant 4 mois, n'a pas pu être organisée sans un soutien administratif et logistique absolument solide. Nous allons y revenir. Donc pour vous, si je peux me permettre, quand je dis que pour la gauche, la Vendée est un non-sujet, il y a une revue qui vient de faire, la revue L'Histoire, pour ne pas la citer, un spécial aussi sur la terreur. Ils ne parlent pas de la Vendée. Et ils ont réduit ça à quelques phrases, parce que c'est un non-sujet, c'est toujours un non-sujet. Et le mettre en avant, c'est un crime contre la République, et c'est toujours vu et dénoncé comme tel. C'est toujours une guerre politique pour vous. François Furet, comment dirais-je, avait trouvé ce mot pour dire que la Révolution est au fond la déesse mère d'une certaine gauche, notamment de la gauche radicale. Et effectivement, ce sujet de la Vendée qui ne passe pas, du coup, doit être passé sous le tapis, moyennant quoi on le réduit effectivement à un conflit purement idéologique, ce qui permet d'éviter de rentrer dans l'analyse de la réalité. Et analyse de la réalité qu'avait faite Reynald dans sa thèse sur le génocide franco-français. Moi, je fais plutôt une analyse juridique et politico-administrative pour dire ce genre de choses n'est pas arrivé par hasard. C'est effectivement une guerre extrêmement politique. François Furet, il faut le citer, son évolution est très très intéressante. Il est issu de la gauche. Lorsqu'il commence à raisonner hors idéologie et qu'il arrive sur le terrain concret de l'histoire, il va évoluer. On connaît les conséquences qu'il a subies. Il a dû s'exiler, etc. Sur la Vendée, jusqu'à l'apparition de ma thèse, il avait le discours de la gauche, qui n'avait pas du tout critiqué. Et moi, je me souviens, la première fois que je l'ai rencontré, il n'avait pas lu mes travaux. Il m'avait vraiment tensé, en disant, vous n'avez pas le droit de dire cela. Vous voyez, moi-même, qui suis un critique de la Révolution, c'est impossible de dire cela. Quelques mois avant sa mort, et je peux le dire, puisque un auteur de gauche l'a dit, parce que Furet lui avait dit justement, qu'il reconnaissait en la Vendée effectivement un génocide. Il n'a pas écrit sur cette question, malheureusement, faute de temps. Alors, on parlait de crimes de guerre. J'ai l'impression que le crime de guerre, on le met aussi un peu à toutes les sauces. Est-ce qu'on a vu en Vendée, est-ce qu'on peut le comparer à ce qu'on voit actuellement au Moyen-Orient, où on a parlé là aussi de crimes de guerre, d'un côté comme de l'autre? Vous savez que le discours sur le crime de guerre est un discours bien commode, parce qu'il permet, au fond, de jeter sur le dos des militaires, n'est-ce pas, les militaires sont évidemment de très vilaines personnes, l'ensemble des atrocités qui sont commises. Et évidemment d'en exonérer les politiques. C'est ça qui différencie essentiellement le crime de guerre, qui est au fond un dérapage commis par des militaires, le viol d'une femme, le pillage d'une maison, éventuellement le massacre d'un village, du crime contre l'humanité et du génocide, qui sont des crimes politiques, dans la mesure où le crime contre l'humanité suppose une attaque généralisée ou systématique contre une population civile, et ça, c'est pas une armée qui décide de le faire, surtout quand il y a une chaîne de commandement extrêmement stricte qui l'unit au pouvoir politique. Or, sous la Révolution, la chaîne de commandement, on peut dire, elle a peut-être été plus stricte que jamais, puisqu'il y a eu au total une 50aine de généraux de guillotinés, et la Vendée, les généraux bleus, les généraux des armées de la Convention en Vendée ont payé leur écho, des gens comme Quétineau, comme Biron, Marsay, enfin il y a un certain nombre qui sont passés sous le couperet. La chaîne de commandement de Carnot, qui est chargé des affaires politiques, déjà des affaires militaires au comité de salut public, jusqu'au dernier lieutenant sur le terrain, la chaîne militaire est parfaitement tenue. Dire c'est des crimes de guerre, c'est... D'abord, c'est faux juridiquement, parce que ce ne sont pas des dérapages.
Je veux dire, quand on tue, encore une fois, pas loin du quart de la population d'une région, ça ne peut pas être un dérapage. 170 000 personnes à 250 000, voire plus, ça ne peut pas être un dérapage. C'est vraiment l'expression d'une politique. Et à partir du moment où c'est l'expression d'une politique, c'est bien un crime politique. Donc le discours sur le crime de guerre est un discours qui est de fait négationniste. Et effectivement, aujourd'hui, on a un petit peu la même tendance, n'est-ce pas, pour dire quand on attaque toute une population en tuant tout ce qu'on trouve sur son passage, et ensuite on vous dit c'est des crimes de guerre. Ben non, ça ne peut pas être des crimes de guerre dans la mesure où le but de l'opération était bien de s'attaquer de manière indistincte à tous les civils qu'on trouverait sur le chemin. Ce qui est notamment le cas des colonnes infernales, dont le modus operandi est exactement celui d'un crime contre l'humanité, voire d'un génocide, ce que je démontre dans les ouvrages. Je veux dire, on fait avancer 12 colonnes, une espèce de ratissage, et on brûle et on tue tout ce qu'on trouve sur le passage. Le modus operandi est clairement celui d'un crime contre l'humanité, voire d'un génocide. Alors je pose la question au juriste que tu es. Je rappelle tout de même ce qui s'est passé. Un commando contrôlé par le Hamas franchit la frontière israélienne et va tuer tout ce qu'il rencontre sur son passage, et il tue le juif parce qu'il est juif. Avec une addition d'horreurs, qui sont d'ailleurs les mêmes que nous retrouvons en Vendée, décapitation, on a brûlé des gens apparemment dans des fours, comme on a pu le faire en Vendée, etc., etc. Comment, à l'heure actuelle, on peut qualifier les événements qui se sont passés? Bon, là, je suis tenu par mon devoir de réserve, puisque je suis toujours diplomate en activité. Je rappellerai simplement que la ministre des Affaires étrangères elle-même a dit que ces crimes s'apparentaient à des crimes contre l'humanité. On peut pas dire que ça manque de recul, il ne faut pas un peu de recul? Une ministre des Affaires étrangères étant une diplomate est forcément, nécessairement très prudente. Donc, je ne peux pas être moins prudent, et je ne peux pas aller au-delà de cette déclaration. Mais sur la Vendée, là-dessus, le sujet est comment dirais-je, suffisamment ancien pour que je puisse en parler librement. Le fait est que quand vous organisez un ratissage sur 80 km à peu près, donc 20 lieues, avec 12 colonnes, et qui effectivement massacrent et brûlent tout ce qu'ils peuvent, et pillent également, parce que ça fait partie de la stratégie. Il s'agit de retirer toutes les subsistances du pays de manière à ce que ceux qu'on n'aura pas tués crèvent de faim. Et d'ailleurs, tout ça est dit de manière, c'est dit noir sur blanc dans la correspondance des représentants en mission, qui sont des députés de la Convention, qui sont au fond les commissaires politiques, qui sont chargés de surveiller les généraux et de s'assurer qu'ils respectent bien la politique du Comité de salut public. Et ils mourront de misère puisque nous retirons systématiquement toutes les subsistances. Donc il y avait au fond à la fois ce but de tuer tous ceux qu'on pouvait par le fer et le feu, et ceux qu'on ne pouvait pas tuer par le fer et le feu, de les tuer par la famine. Donc là-dessus, les intentions sont tout à fait claires. Ce sera dans le deuxième volume que je fais paraître, qui sont les papiers et rapports, où je republie, parce qu'ils ont déjà été publiés, mais au XIXe siècle, et ces ouvrages-là ne sont plus tellement accessibles, la correspondance de gens comme Hens, Garot, Franck Castel, et puis pour le début Carrier d'ailleurs. Le but est bien de faire de la Vendée une page blanche. N'est-ce pas? Ce peuple est considéré comme, en quelque sorte, alors le terme ne serait pas convenable pour l'époque, génétiquement irrécupérable, mais enfin en tout cas, ils sont considérés comme étant tellement abrutis par des siècles de domination cléricalo-nobiliaire qu'ils sont perdus pour la cause de la République, et que par conséquent, il faut éliminer toute cette population. Il y a d'ailleurs une loi en novembre. On va en reparler. Je voulais préciser quelque chose. La réaction politique par rapport à ce qui s'est passé en Israël est très intéressante. Parce que les démocrates, bien entendu, ont dénoncé ce crime. Et à l'inverse, ceux qui sont dans cette vieille tradition robespierriste, extrême gauche, etc., sont plus qu'ambigus. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes qui dénoncent le travail que nous faisons sur la Vendée. Il y a une similitude politique. Comment vous jugez ça, d'ailleurs? Je pense qu'il y a toujours cette idée qu'au fond, la radicalité politique justifie les pires crimes, y compris contre la population, mais qu'on ne peut pas l'avouer.
Il y a un côté complètement schizophrène. On commet des massacres de masse, mais on ne peut pas l'avouer. Et c'est d'ailleurs tout le crime de la Vendée. Le crime de la Vendée, c'est le peuple qui se soulève contre la Révolution. Ben, si le peuple se soulève contre la Révolution, ça peut pas être le peuple. Et par conséquent, il faut l'effacer. Là, il y a une évolution politique. On la voit, on la constate. Cela va se traduire à plus ou moins brève échéance par une évolution, à mon avis, intellectuelle, et notamment par rapport à la Vendée. Alors, on va revenir justement à la Vendée. René Sécher, donc, vous signez un article dans la revue d'histoire européenne sur la terreur en Vendée. Et dans votre introduction de votre article, vous affirmez que la terreur, elle, commence dès la déclaration des droits de l'homme le 4 août 1780. Oui, parce qu'on veut créer un monde nouveau et à tout jamais, on va créer le avant et le après. Voilà, ça me paraît clair. Et après, on rentre dans une mécanique. Bon, et on arrive à la Vendée. Je disais tout à l'heure, la Vendée est avant tout un soulèvement populaire, spontané, à la nuance. Spontané, à l'image de tout ce qui se passe dans le pays, d'ailleurs. Absolument. En mars 93. Non, avec des nuances. Alors, on va expliquer ces nuances. On le verra avec la chouannerie, où là, il y a une préparation et les moteurs ne sont pas les mêmes. Bien. En Vendée, c'est vraiment un mouvement populaire, spontané, qui se fait hors clergé et hors noblesse. Alors, il y a des nobles, bien entendu, à la tête de l'insurrection, et le film Vaincre ou mourir l'exprime parfaitement, bien, oui. Parce qu'on va les chercher, on leur impose. Le cas de Charette est un cas emblématique. Et ce qui va faire évoluer les choses, on a un léger désaccord là-dessus, on va s'expliquer, c'est que moi je pense que la politique de terreur va se traduire très rapidement en Vendée, et pour moi la date est très précise, va se traduire par une réunion qui se tient dans le pavillon de Flore et qui réunit les membres du comité de salut public et qui se tient le 26 juillet 1793. C'est la date que vous mettez comme bascule où on rentre dans le champ génocidaire. Ah, absolument. Parce que là, on décide en conscience partagée d'exterminer l'insurrection vendéenne en se donnant des moyens spécifiques, en arrachant les femmes, les enfants et les vieillards que l'on déporte, et en massacrant tout le reste, en nationalisant les terres de la Vendée, en envoyant l'armée française avec une échéance. Deuxième phase, et on est dans une phase légale qui est unique dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas eu d'autres exemples. La loi des proscrits dans la Rome antique, sous Sylla. Je parle dans l'histoire contemporaine. C'est un cas absolument unique que le peuple souverain décide en conscience partagée l'extermination d'une partie de lui-même, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Bon, et on aura d'autres exemples un peu plus tard, en Russie, en Union soviétique, en Allemagne, etc. Mais aucun régime n'a voté. La France est un cas unique en la matière. Avec cette deuxième loi, qui est la loi du 1er août, qui est un avenant en fait, où on va décider d'exterminer tout le monde, avec la fameuse loi du 7-8 août, novembre 1793, qui débaptise officiellement la Vendée pour lui donner un nouveau nom, département Vengé, et qui s'appuie aussi sur un repeuplement de la Vendée. On n'insiste pas suffisamment là-dessus. C'est-à-dire que l'on considère que la population vendéenne est éradiquée ou elle est hors la loi et donc on va repeupler la Vendée, on va la régénérer par une population nouvelle. Non. C'est intéressant. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Alors, en fait, nous sommes beaucoup plus d'accord que vous ne l'avez laissé entendre. Mais quand vous avez parlé de l'Antiquité et des lois de proscription sous Sylla, il y a quand même une grosse différence. C'est que les lois de proscription de cette époque-là sont des lois de proscription nominatives. C'est-à-dire qu'on dresse des listes assez longues. Il y a, je crois, 500 noms sur la loi de proscription. Là, il ne s'agit pas de 500 noms. Il s'agit d'une population. Et il est d'ailleurs très intéressant de constater que Carrier, par exemple, dans ses correspondances, parle d'un pays de proscription.
Et évidemment, tous ces gens-là sont nourris d'histoire antique, ils connaissent ça par cœur. Et donc, quand ils parlent de proscription, n'est-ce pas, il faut bien comprendre, pour nos téléspectateurs, la proscription, ce sont des gens qui sont scriptis, ils sont inscrits sur une liste de gens que n'importe qui peut tuer, et le premier qu'il rencontre, et ce ne sera pas considéré comme un meurtre. C'est ça le principe de la proscription à la romaine. Et là, la Vendée tout entière est considérée, car il l'écrit, comme un pays de proscription, c'est-à-dire que tous les habitants du pays sont en quelque sorte sur la liste. Donc on n'est pas du tout dans le même cas de figure. C'est beaucoup plus large. On est vraiment dans le crime de masse. Alors mon désaccord avec Reynald est en fait beaucoup plus réduit que ça. Et d'ailleurs encore plus, je le réduis encore dans le dernier ouvrage que j'ai produit sur les colonnes infernales. Mais je l'ai fait évoluer. Mais non, mais c'est parce que la logique juridique qui est la mienne n'est pas sa logique d'historien. Il faut l'expliquer. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un crime, n'est-ce pas, légalement, il vous faut un acte, qui est l'acte que réprime la loi, et il vous faut l'intention. Oui. Mais il vous faut les deux. Si vous avez l'intention sans l'acte, vous n'avez pas le crime. Et si vous avez c'est là où on est d'accord. Or là, je suis tout à fait d'accord avec Reynald pour dire que la loi d'août 93 contient, en tout cas potentiellement, l'intention. Mais l'acte n'y est pas. Il ne peut pas y être parce qu'à ce moment-là, il y a encore une armée catholique et royale, une armée vendéenne, qui empêche en fait la commission du massacre de masse. Donc, il y a bien l'intention, mais l'acte n'y est pas. Et donc, le crime n'y est pas. Mais il y a tentative de l'acte. Alors, il n'est même pas certain qu'il puisse y avoir tentative de l'acte, dans la mesure où, comment dirais-je, l'armée catholique et royale l'empêche. Donc, même la tentative n'est pas possible. Est-ce qu'elle a une existence légale? Non, mais il faudrait qu'il y ait un début d'exécution. Or, il n'y a même pas ce début d'exécution. Alors, là où j'évolue, c'est qu'effectivement, avant, je limitais... Attends, si tu permets, je vais préciser quelque chose d'important, parce qu'il va rebondir là-dessus, parce que le spectateur ne pourra pas comprendre. Moi, je dis, il y a une planification de l'extermination évolutive. Il y a un premier plan d'extermination qui date du 26 septembre, puis qui concerne la Vendée militaire. Puis il y a un deuxième plan d'extermination qui concerne exclusivement les Vendéens qui ont franchi la Loire le 17, 18, 19 octobre 1793, et la décision, elle est prise le 10, 12 novembre. Puis il y a un troisième plan d'extermination et d'anéantissement, celui de Turow, datons-le du 21 janvier, puis un quatrième plan qui date du 11 mai 1794. Bien. Et moi je dis, en tant qu'historien, c'est que le jour même, c'est-à-dire le 26 juillet, où le comité de salut public, ensemble, en conscience partagée, décide de mettre en place un système d'anéantissement de la Vendée, le génocide commence là, parce que il est conçu. Alors, j'aurais une vision un peu différente. Ce qui me semble clair, c'est que dès le début, et là c'est vraiment la thèse de l'ouvrage qui va sortir en décembre, dès le début, c'est la population qui est considérée comme l'objectif militaire. Donc là-dessus, je serais d'accord, simplement... Considérer la population comme l'objectif militaire, ça crée un crime contre l'humanité, attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut exterminer la population. Ça veut dire qu'on veut la réduire par la terreur, et concrètement, les actes sont des actes qui sont dirigés pour partie contre la population, mais en fait essentiellement contre l'armée vendéenne. Le but de la stratégie à ce moment-là, c'est l'écrasement de l'armée catholique et royale, qui sera effectivement consommée une première fois à Cholet en octobre, et à ce moment-là, les Vendéens franchissent la Loire, et là, pour le coup, et c'est là que j'évolue par rapport à mon tout premier ouvrage, là, pour le coup, il est question de tuer absolument tout le monde, parce que on ne sait pas exactement combien de Vendéens ont franchi la Loire. Les chiffres varient de 20 000 à 60 000. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait une majorité de non-combattants, et que les armées au nord de la Loire, les armées de la Convention, ont massacré absolument tout le monde, absolument tous ceux qu'elles ont pu. Et l'histoire des colonnes infernales, c'est au fond la transposition de ce massacre général, qui pour le coup a une dimension génocidaire, parce que c'est vraiment la destruction aussi complète que possible du groupe humain visé, et on essaie de répéter cette même stratégie au sud de la Loire. Ça a tellement bien marché au nord, ils sont partis 20 000, 60 000, on ne sait pas, mais enfin, combien en ont réchappé
sans doute pas plus de 3 à 5 000, et encore, c'était peut-être pas ceux du début, c'était peut-être aussi des gens qui s'étaient ralliés à l'insurrection au nord de la Loire et qui ont réussi à la refranchir au sud. Mais là, je pense qu'effectivement, le génocide, moi, je le fais commencer plutôt avec la virée de Galerne, c'est-à-dire après la bataille de Cholet en octobre. Et dans les textes, on s'aperçoit qu'on déshumanise également ce groupe humain, on déshumanise les Vendéens. Oui, on les met hors la loi. Bon, et ça va même plus loin parfois. On les animalise aussi. On les animalise. Ce qui d'ailleurs explique beaucoup d'horreur, parce que les soldats vont les traiter comme des animaux, d'où les tanneries de peau humaine, la fonte des graisses, etc. Oui, mais là aussi, c'est là que le droit est utile. Hors la loi, puisque vous y allusion à l'Antiquité, vous savez que c'est une catégorie de la loi des 12 tables. C'est-à-dire que le hors la loi, théoriquement, c'est l'individu qui a commis un crime contre les dieux de la cité, et il faut absolument le tuer, parce que sinon les dieux ne protégeront plus la cité, et donc vous retrouvez, on enverra la peste sur la cité, enfin, donc le hors-la-loi cesse d'avoir une existence légale. Il n'a tout simplement plus le droit de vivre. Et donc, le premier qu'il rencontre a non seulement le droit, mais le devoir de le tuer. Il devient, dans le droit romain, ce qu'on appelle un homo sacer, l'homme sacré, mais sacré au sens qui doit être sacrifié. Parce qu'il y a le sacré négatif qui est le tabou et le sacré positif qui est le totem. Le sacré négatif, c'est l'homme qui doit être sacrifié pour que la cité vive. Et c'est exactement cette logique-là, parce qu'encore une fois, tous ces gens-là sont pétris de droit romain et d'histoire romaine. Il faut que la Vendée soit sacrifiée, parce que sinon, la régénération, qui est un thème absolument essentiel de la Révolution française, ne pourra pas s'accomplir. Les Vendéens sont tellement dégénérés qu'on ne peut pas espérer les régénérer. Alors qu'on peut l'espérer peut-être dans d'autres régions de la France. On vous explique que les Vendéens sont en quelque sorte une sorte de sous-humanité. Et effectivement, donc ça passe par l'animalisation. La métaphore animale est constamment utilisée dans la correspondance des représentants en mission. Alors parfois, ce sont des bêtes féroces, quand ils se battent bien, ce sont des bêtes féroces qu'il faut éliminer. Et sinon, c'est un troupeau de cochons, ce sont des nuisibles, ce sont en tout cas des animaux, que ce soit des animaux de boucherie ou des animaux féroces, dans un cas comme dans l'autre, ils doivent disparaître pour que la patrie vive. C'est pas seulement un vocabulaire aussi au plus haut niveau de l'État, des représentants en mission aussi, mais nous retrouvons à l'heure actuelle des lettres de simples soldats qui ont fait leur ce vocabulaire et qui traitent le Vendéen comme un animal. Violer une femme est tout à fait naturel parce que c'est une bête. Et d'ailleurs, on peut aller encore beaucoup plus loin. Vous voyez, il n'y a pas de problème. On tue un enfant, mais ce n'est pas un enfant, c'est une vipère. Donc il n'y a jamais, même sur le terrain, de la part des soldats ou des officiers, de compassion. Alors, il y a des cas rarissimes. J'ai eu un cas, je faisais une conférence il y a quelques jours, et on m'a raconté une histoire, bien entendu, j'ai gardé le nom de la personne, d'un groupe de bleus qui sont entrés dans une maison. Et il y avait un prêtre réfractaire dans une pièce qui n'avait pas eu le temps de se cacher. Un soldat a ouvert la porte, a vu le prêtre effrayé, a fermé la porte en disant « il n'y a personne ». Voilà, ça c'est un geste. Lors des noyades de Nantes, on a des exemples précis. Alors c'est pas au niveau militaire, c'est au niveau de la population nantaise. Les mères qui allaient être englouties jetaient leurs enfants aux femmes qui étaient sur les quais. La plupart rejetaient l'enfant dans l'eau, mais certaines cachaient l'enfant et les ont adoptés. D'où d'ailleurs des noms de famille comme Liberté. Vous voyez, qui viennent de là. J'ai eu un exemple d'une famille Liberté au Mans, et l'origine du nom était liée à l'acte, justement. En revanche, chez les officiers, chez les généraux... ça dépend, mais disons que tous ces militaires sont quand même des gens qui ont grandi dans un pays essentiellement chrétien, et ils en ont quand même gardé quelque chose. Donc qu'il y ait des gestes d'humanité
ici ou là n'est pas contestable, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt l'exception qui confirme la règle. Alors, ce qui est admirable, effectivement, quand on regarde la correspondance, puisqu'on a un certain nombre de correspondances de ces soldats, c'est que d'abord qu'ils expliquent qu'ils le font par ordre. Alors, nous avons reçu un ordre bien triste de la Convention qui est de tuer tout le monde. En fait, la Convention n'a jamais donné cet ordre. C'est pas la Convention qui l'a donné, mais ce qui est intéressant, c'est que les soldats sont persuadés que c'est un ordre de la Convention. Ce qui veut dire qu'en fait, leur hiérarchie leur a expliqué. Qui donne les ordres ? Pardon ? Qui a donné l'ordre ? L'ordre, c'est Turreau. Turreau donne cet ordre à ses généraux, un général comme Grignon, au moment où on lance les colonnes, au moment où il part avec sa colonne infernale, dit, écoutez, il se peut qu'il y ait quelques patriotes dans ce pays, mais c'est égal, nous devons tout sacrifier. Bon. Donc cet ordre-là, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est Turreau qui l'a donné, et Turreau l'a donné parce qu'il le transmet. Oui, c'est le politique. C'est le politique. C'est le politique, parce que Turreau a avant écrit à Carnot pour dire, mon intention est bien de faire ça. C'est Carnot qui est au sein du comité de salut public qui a la charge de détruire la Vendée. Et donc Turreau lui dit, écoutez, mon intention est bien de tout incendier et de tout tuer. Mais donnez-moi un arrêté, c'est-à-dire un texte qui couvre ma responsabilité. On ne le lui enverra pas, mais on lui dit, mais tes mesures sont bonnes et tes intentions sont pures, nous attendons les résultats. Autrement dit, le politique ne se mouille pas, le politique ne se mouille jamais. Mais de ce point de vue-là, je trouve que c'est exactement le même mécanisme que pour la torture en Algérie. C'est-à-dire, on a dit aux militaires, écoutez, on veut des résultats, vous vous débrouillez comme vous voulez, on ne va pas le savoir. Et c'est exactement la position de Carnot. Mais sur le plan, alors là, je reprends ma casquette de juriste, dans la hiérarchie, celui qui sait ou aurait dû savoir que des crimes vont se commettre et qui ne les a pas empêchés, en endosse la responsabilité pénale. Or, Carnot a reçu le plan de Turreau, et il n'a pas réagi. Et donc, du coup, il en est politiquement responsable. Et on comprend pourquoi il n'a pas réagi. Le politique ne se salit pas les mains. Alors, j'ai un désaccord avec Jacques à ce sujet-là. Je trouve que la réponse de Carnot est une réponse claire. Parce que la lettre de Turreau, elle est très précise. C'est-à-dire que je remets en question le plan masse que le comité de salut public avait conçu pour exterminer les Vendéens outre-Loire. Bien. Et je mets en place un nouveau plan basé sur la colonne mobile. Mais, bien entendu, cette remise en question a comme finalité celle que vous me dites, c'est-à-dire d'exterminer tous les habitants. Et lorsque Carnot répond, il répond aux deux questions de Turreau. C'est-à-dire, oui, nous acceptons la remise en question du plan masse pour exterminer, donc on accepte la création de colonnes mobiles, d'autant plus que la finalité est bien la nôtre, c'est-à-dire de l'extermination de tous les habitants qui peuplent la Vendée. Pour moi, c'est clair. Non, mais là-dessus nous sommes d'accord. Simplement, il ne le dit pas de manière aussi explicite. Il dit, tes mesures lui paraissent bonnes au comité et tes intentions lui paraissent pures. Mais il évite de répondre et il ne cite même pas la lettre, ce qui fait que nous le savons parce que nous connaissons des documents qui en fait ne figurent plus maintenant dans les archives qu'on retrouve notamment chez Savary. On retrouve juste aux archives ce qu'on appelle une analyse, c'est-à-dire un résumé de la lettre. À l'époque, on n'a pas de photocopieur, donc quand on reçoit une correspondance qui doit être distribuée à plusieurs bureaux, on demande à des commis soit d'en faire une copie intégrale, soit d'en faire un résumé. Aux archives, il ne nous reste que le résumé dans lequel Turreau demande la permission de balayer tout le pays par 12 colonnes. On n'a que quelques lignes. Et c'est à ça que répond Carnot. La lettre est de 8 jours après, c'est-à-dire le temps qu'il a fallu pour recevoir la première. Et effectivement, il l'approuve, mais il ne l'approuve que dans ces termes généraux. Tes mesures lui paraissent bonnes, tu as demandé au comité d'approuver ton plan, tes mesures lui paraissent bonnes et tes intentions pures, mais nous attendons les grands résultats pour nous prononcer. Donc en fait, il approuve, et là-dessus je suis totalement d'accord avec Raynal, il approuve, mais il approuve en termes suffisamment généraux pour qu'on ne puisse pas lui dire « vous avez approuvé le massacre des femmes et des enfants ». Parce que ça, il ne le dit pas explicitement. Oui, parce que il faut comprendre qu'effectivement, et Jacques a raison, Turreau a écrit un certain nombre de lettres qui ont disparu. Mais il y en a une qui est intacte.
c'est celle du 24 janvier, qui est à Vincennes, qui est tout à fait explicite. Et moi, je pense que la réponse de Carnot est la réponse par rapport à la lettre du 24 qu'est-ce qu'il janvier. dit dans cette lettre ? C'est très simple. C'est-à-dire qu'elle est grosso modo en deux parties. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai conçu un plan basé sur 12 colonnes, en fait c'est 23, puisqu'ils vont diviser 11 colonnes en deux, et si mes intentions sont bien secondées, il n'existera plus en Vendée sous 15 jours ni maison, ni habitants, ni armes, etc. C'est très explicite. Et la lettre, elle est intacte. C'est-à-dire, nous avons cette lettre du 24 janvier, que j'ai publiée d'ailleurs dans mon livre du génocide au mémoricide, et nous avons la réponse qui se retrouve aux archives nationales de Carnot. Oui, à ceci près que Carnot ne cite pas la lettre. Et il y a eu un certain nombre de lettres. On ne sait pas à quelle lettre il répond. La lettre ne dit pas j'ai reçu ta lettre numéro tant du temps et je suis d'accord. Il dit mais là aussi il faut être rigoureux. Je suis tout à fait d'accord pour dire que Carnot a approuvé cette lettre. Là-dessus, il n'y a pas de différence. J'ai pas de différence avec Raynal, mais il le fait dans des termes qui sont des termes très politiques. C'est-à-dire, il s'agit toujours de faire en sorte que s'il y a un problème, on puisse dire je suis responsable mais pas coupable. Mes intentions ont été mal comprises. C'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est ce qui s'est passé en Vendée est un acte politique. Alors justement, je vais y venir. Alors, on va reparler de deux choses sur les colonnes infernales. Donc, vous expliquez bien, c'est ce que vous allez expliquer dans votre livre, c'est que les colonnes, enfin, ce qu'on a appelé par la suite les colonnes infernales, donc les colonnes de Turreau à la base, nécessitent quand même toute une infrastructure derrière. Oui, parce que la thèse néo-robespierriste, c'est grosso modo, un général fou et sadique s'est mis à massacrer tout le monde en Vendée, et après le 9 Thermidor, les yeux agrandis d'horreur, la Convention a découvert, et comment, quoi, qu'est-ce, à l'insu de notre plein gré, mais exactement ce que Carnot avait en tête. On fait faire le sale boulot, mais on s'en lave les mains, c'est-à-dire on essaye de mettre en place notre propre irresponsabilité. À ceci près que quand on rentre dans les dossiers, n'est-ce pas, les colonnes infernales, c'est sur le papier 100 000 hommes, en pratique 40 000, pour les colonnes infernales, à peu près 12 000, parce qu'il faut d'abord cerner tout le pays de garnison, donc il faut mettre une bonne moitié des troupes et garnisonner pour bien boucler le périmètre, qui ne puisse pas s'échapper comme ils l'ont fait lors de la Vérité de Galère. Ce territoire est immense, c'est 10 000 km². Et à l'intérieur de ce cercle bien garnisonné, on fait ratisser par 12 colonnes qui tuent, incendient et pillent tout ce qui s'y trouve. Et ça dure 4 mois. Vous ne faites pas manœuvrer 40 000 hommes pendant 4 mois sans un soutien logistique, sans un soutien administratif également, car les autorités locales doivent être impliquées. Moi, un des textes les plus parlants sur le thème du génocide que j'ai trouvé, mais là, l'administration est merveilleuse, parce que vraiment, c'est souvent les actes administratifs les plus insignifiants qui sont les plus parlants. Vous avez un arrêté de réquisition des charrettes, parce qu'il faut enlever toutes les subsistances du pays. Et donc, on dit à tous les paysans, il faut que vous livriez vos charrettes de manière à ce qu'on puisse enlever les subsistances. Et cet arrêté dit quoi ? Citoyens, le pays révolté va être traversé par 12 formidables colonnes de républicains qui vont en exterminer les infâmes habitants, en retirer les subsistances, et nous avons besoin de vos charrettes pour ça. Donc là pour le coup on est vraiment dans l'administration dans toute sa froideur. On a besoin de vos charrettes parce qu'on va exterminer tout le monde. Et là c'est vraiment écrit noir sur blanc. Ce que Carnot ne dit pas, le type qui fait la réquisition des charrettes dit on en a besoin parce que comme on va tuer tout le monde et qu'il faut retirer tout ce qu'il y a du pays, on a besoin des charrettes. Et il faut préciser que il y a une erreur d'analyse sur Turreau. Parce que pour les historiens, on a choisi Turreau parce que c'est un politique soumis et un médiocre. On se trompe totalement. Turreau est un grand général. Bien. Il va sur le terrain pour essayer, fin novembre, dès sa nomination, pour essayer de comprendre l'échec de la première armée au monde, tout de même, face à un peuple de gueux. Et il va en tirer 2 conclusions.
et d'ailleurs c'est très bien vu dans le film Vaincre ou mourir, l'armée française, qui est une armée classique, formée de manière classique, eh bien c'est une armée de plaine, de bataille rangée. Or, en Vendée, il n'y a pas de plaine, il n'y a que des chemins creux. Donc, à la suite de ce constat, il s'est dit, il faut adapter les mouvements des troupes par rapport à la fois à la géographie, mais aussi au comportement des gens. Vaincre ou mourir a parfaitement bien vu cela. Et c'est en conséquence qu'il va à Paris. Il faut bien le noter, ça. Échanger avec les politiques, on n'a pas le contenu de cet échange, mais lui-même en fait un rapport. Il parle notamment des petits papiers à travers ses mémoires qu'il a écrites pour justifier son politique en disant « je n'ai fait qu'obéir ». Et effectivement, il n'a fait qu'obéir. Et c'est sur cette base-là, d'ailleurs, qu'il sera acquitté. Quand on lui fera un procès, il dira « je n'ai fait qu'obéir aux ordres ». Et le tribunal l'acquittera en lui disant « mais effectivement, il n'a fait qu'obéir aux ordres ». Moi, je ne crois pas que Turreau soit un si grand général que ça. Par contre, c'est un excellent technicien militaire. C'est un tâcheron sans scrupules. Et en plus, il est sincèrement acquis à la politique qu'il mène. Eh bien, tu viens de donner la définition d'un bon général. Nous arrivons au terme de cette émission. Je voudrais juste maintenant que l'on parle de la mémoire. Donc, on a parlé du génocide. Très rapidement, que l'on parle maintenant du mémoricide et des lieux de mémoire, parce que là, vous ne le savez pas encore, mais nos téléspectateurs voient tout au long de l'émission des incrustations d'illustrations qui proviennent d'une fresque qui a été réalisée à la chapelle Basse-Mer, dont vous allez nous parler. Mais d'abord, donc le mémoricide. Alors, le mémoricide, c'est un concept qui est dû à Reynald et auquel j'adhère, alors là, pour le coup, absolument. Et il a un regret, c'est qu'il ne l'a pas conçu, parce que oui, mais c'est en 2011. Moi, en 2011, je n'étais pas encore tombé dans la Vendée. Moi, je suis tombé dans la Vendée en 2017. Donc, je réclame le bénéfice de... oui, alors, je crois que par mémoricide, on va laisser Reynald de préciser son concept, il parle surtout du 19e siècle qui a essayé effectivement d'effacer la Vendée et d'en faire un non-sujet. Dans l'ouvrage que je viens de publier, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ce mémoricide, au fond, c'est quelque chose qui commence en fait dès le 9 Thermidor, c'est-à-dire que le 9 Thermidor, Robespierre tombe, et à ce moment-là, on découvre, ou on fait semblant de découvrir les horreurs, notamment en Vendée. Il va y avoir le procès de Carrier à la fin de l'année. Et la Convention est évidemment extrêmement gênée, parce que mois après mois, les pouvoirs du Comité de salut public étaient renouvelés tous les mois. Mois après mois, elle a renouvelé les pouvoirs de ce Comité de salut public qui a mené cette politique. Donc du coup, ils sont mouillés jusqu'au cou dans cette histoire-là. Et donc, ils vont commencer à essayer de développer un discours qui est au fond le discours néo-robespierriste actuel. Ça peut paraître bizarre parce que les thermidoriens sont en principe ceux qui ont envoyé les Robespierre et ses partisans sous le couperet de la guillotine. Mais s'il y a un sujet sur lequel toute la Convention était d'accord, c'était qu'il fallait exterminer la Vendée. Et donc l'argumentaire à l'égard de la Vendée va être le même. C'est-à-dire, on savait pas, on s'est pas rendu compte, on a fait les choses dans notre dos, les Vendéens étaient de toute façon de féroces contre-révolutionnaires. Bref, on commence à développer ce discours qui va devenir ensuite le discours mémoricidaire qu'on aura tout au long du 19e siècle et qu'aujourd'hui on essaye de recycler de manière un peu différente. C'est-à-dire que jusqu'en 89, grosso modo, la violence révolutionnaire était de soi une violence sainte. Il s'agissait de faire advenir le monde nouveau. On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, la révolution n'est pas un dîner de gala. Enfin bon, la violence rédemptrice, la violence accoucheuse de l'histoire était un discours parfaitement accepté. Avec 89, je veux dire 1989, l'écroulement de l'Union soviétique, cette idée que la révolution et que la violence politique accouche d'un monde nouveau et meilleur est un discours qui n'est plus tenable. Donc on essaye au fond de renouveler le discours thermidorien. On ne savait pas, ça s'est fait dans notre dos. Tout le discours qui était au fond déjà le discours thermidorien. Reynald. Alors, la mémoire, je pense qu'il y a deux types de mémoire. Il y a la mémoire locale. Hein. Quand j'ai fait, on en parlait en introduction, le travail sur la chapelle Basse-Mer, j'étais estomaqué de voir que les descendants à 4, 5, 6 générations connaissaient parfaitement les événements. Et d'ailleurs, ces héritiers qui m'ont attiré l'attention sur le fait que c'était l'armée française qui était venue localement, qui avait tué principalement les femmes, les enfants et les vieillards. Ça, c'est un souvenir
ancré, et deuxièmement qu'on avait détruit principalement les regroupements de maisons, c'est-à-dire les hameaux et les gros bourgs, parce qu'à la Cheval-Basse-Mer, il y avait deux bourgs. Donc une mémoire populaire intacte. Bien. Et je rappelle toujours que le grand criminel de la disparition de la mémoire populaire, c'est le chauffage central. Hein, c'est le jour où on met le chauffage central dans une maison que le noyau familial éclate. Puis après, c'est l'écran, chacun dans sa chambre, etc. Au niveau national, j'ai dans mon livre du génocide au mémoricide, j'ai précisé, parce qu'on a cette date, quand l'acte mémoricidaire commence. Et ce qu'avait, surpris Courtois, et après il a fait un travail là-dessus par rapport à la Russie et l'Union soviétique, c'est que l'acte mémoricidaire s'inscrit dans l'acte génocidaire. Et en l'occurrence, ça s'inscrit le 17, 18, 19 octobre 1793, lorsque les Vendéens traversent la Loire, puisque les représentants du peuple expliquent que les Vendéens n'ont pas le temps de faire des journaux, cela s'oubliera avec le temps. Malin de Thionville, oui. Et donc, ça c'est l'acte majeur. Puis après, les historiens, notamment Michelet, vont fabriquer une histoire avec tous les éléments qu'on a cités, la justesse de la répression, etc., au nom de l'idéal révolutionnaire, etc., qui s'accompagne d'une destruction systématique dans le cadre de la monarchie juillet de tous les éléments de mémoire que les Vendéens, malgré leur pauvreté absolue, avaient érigés. Je parle par exemple des statues, celle de Charette à Loger, celle de Catolino au Pan-en-Mauge, détruit aussi les vitraux, etc., les documents, etc. Il va falloir attendre l'entre-deux-guerres pour que les Vendéens de nouveau reprennent possession de leur mémoire, qu'ils l'illustrent à travers le vitrail, par exemple, à travers un certain nombre de manifestations. Et puis je crois qu'il y a une troisième étape avec Philippe de Villiers explique très bien ça, cette convergence qu'il y a eu entre mon travail universitaire et lui, sa démarche d'artiste qui fait que, à travers le Puy du Fou, on a eu par exemple un certain nombre d'éléments du spectacle, la cinématographie, et à l'intérieur du parc, et la cinécénie, l'expression de ce qui s'était passé en Vendée, et je ne peux que conseiller de regarder le dernier Panache, qui traite de l'histoire de Charette à travers lui. Et à l'heure actuelle, grâce à des travaux comme ceux de Jacques ou à cette revue, il y a une vulgarisation qui se fait. Et à l'heure actuelle, la Vendée s'est déjà approprié ce concept de génocide. Je me rappelle d'une histoire très précise lorsque j'avais fait ma première conférence à Molévrier, en pleine Vendée. J'avais vu des gens sortir et pleurer parce qu'ils venaient de comprendre. Puis le grand public maintenant est en train d'intégrer ce concept. Ah. Donc la mémoire effectivement est très vivante. Tout dernier mot très vite. Oui, la mémoire effectivement est très vivante et on ne pourrait pas expliquer que le Puy du Fou ait connu un pareil succès sans elle. Mais l'histoire a aussi sa part, mais il faut aller chercher dans l'histoire politico-administrative, l'administration ne perd rien. Et donc, quand on va chercher dans le fond des dossiers, on retrouve effectivement les éléments qui corroborent la mémoire. Il faut aller à la Chapelle-Basse-Mer, voir le mémorial du génocide dont la revue a reproduit les fresques. Et qui sont en incrustation dans cette émission. Merci messieurs pour ce débat absolument passionnant. C'est bien que vous ne soyez pas d'accord sur tout, au moins ça donne un peu d'animation. Donc, vous pouvez retrouver un dossier complet sur la terreur, l'autre visage de la Révolution dans le numéro 17 de la revue d'histoire européenne qui est maintenant dans les kiosques. Vous allez retrouver maintenant Christopher Lannes et la petite histoire. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Quel destin tragique que celui du fils cadet du roi Louis XVI, le futur Louis XVII. Pour moi, sérieusement, c'est l'un des crimes les plus abjects commis pendant la période révolutionnaire, et pourtant il y en a un tas. Devenu héritier à la mort de son frère en 1789, la Révolution plongera sa courte vie dans le chaos.
enfermé, malmené, forcé de témoigner contre sa mère, il sera par la suite, après la mort de ses parents, détenu dans la prison du Temple dans des conditions épouvantables. Le cordonnier Simon et sa femme se chargeront de son éducation républicaine. Tu parles, ils vont surtout se charger de le torturer, ce pauvre gamin, et de le briser mentalement comme physiquement. Il mourra à 10 ans seulement, en 1795, victime de la cruauté de ses bourreaux, tout comme de la folie de cette époque de dégénérer. Oui, je m'emporte un peu, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Retour sur la fin tragique de l'enfant martyr de la Révolution. La semaine dernière, on a parlé ici même du destin tragique de l'aiglon Napoléon II. Et bien aujourd'hui, on va enchaîner avec un destin encore plus tragique, encore plus épouvantable, celui de Louis XVII. Et croyez-moi, c'est un autre niveau. La semaine prochaine, peut-être même qu'on continuera sur cette lancée avec la vie, tragique également, du prince impérial, le fils héritier de Napoléon III. Dites-moi si ça vous branche dans les commentaires, même si au fond, votre avis... Louis-Charles est né à Versailles le 27 mars 1785. Il est le deuxième fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Et donc à la base, il n'est pas destiné à régner. Et déjà dès la naissance, des rumeurs commencent à agiter le petit monde de la cour et de la noblesse à propos du fait qu'il serait le fils non pas de Louis XVI, mais d'Axel de Fersen, le supposé amant de la reine, ce qui est entièrement faux, donc je passe là-dessus. Il est élevé par la gouvernante des enfants de France, Gabrielle de Polignac, qui lui donne son surnom de Chou d'amour. Et bon, je vais pas m'étendre sur son enfance, son éducation, tout ça. Elle est tout à fait classique, pour un fils de roi à la cour. Il ne devient dauphin de France, c'est-à-dire héritier de la couronne, qu'à la mort de son frère aîné, Louis-Joseph, le 4 juin 1789. Frère décédé de la tuberculose. Le voilà donc premier héritier légitime du trône de France. Bon, jusqu'ici, tout va bien, sauf que je l'ai dit, on est en juin 1789. Et sa vie ne va pas tarder à basculer. La Révolution éclate, Louis-Charles a alors 4 ans et son premier traumatisme, si l'on peut dire, ce sera cette fameuse journée où les femmes de Paris vont venir réclamer du pain sous les fenêtres de Versailles. Vous savez, cette scène où la foule appelle son Autrichienne de mère au balcon, en l'insultant de tous les noms, évidemment. Elle vient d'abord avec ses enfants, donc lui et sa sœur, et là, la foule se met à crier « Pas les enfants, pas les enfants !» Alors ensuite, finalement, elle se présente seule face à une foule armée qui finit par crier « Vive la reine !» Voilà le niveau de l'opinion publique de tout temps, donc venez plus me parler de démocratie. D'ailleurs, petite parenthèse, cette scène est très joliment représentée dans le film La Révolution française de Robert Enrico et Richard T. Efron, que je vous recommande car malgré tous ses défauts, parce que c'est un film historique, mais pour un film historique justement, il est très correct et il montre les choses plus ou moins telles qu'elles sont, avec les abus de chaque côté et sans exagération d'un camp comme de l'autre. Enfin voilà, ce petit dauphin, la Révolution vient frapper à sa porte. Et ce ne sera pas pour vendre des calendriers. Le 10 août 1792, à la chute de la monarchie, il n'est plus prince royal. 3 jours plus tard, il est emprisonné avec ses parents, dans la même pièce que sa mère tout d'abord, ensuite en compagnie de son père, qui va poursuivre son éducation malgré les circonstances. À partir du 11 décembre 92, le procès du roi, qu'on nomme désormais avec mépris Louis Capet, commence et l'enfant est donc remis à sa mère. Il ne reverra son père que le 20 janvier pour des derniers adieux, puisque son père sera guillotiné le lendemain. Lorsque Marie-Antoinette apprend que son mari vient d'être guillotiné, elle s'agenouille devant son fils, qui est désormais devenu, aux yeux de sa famille, aux yeux des royalistes et aux yeux de Dieu, Louis XVII, roi de France. D'ailleurs, à ce moment-là, toutes les puissances étrangères le reconnaissent ainsi, et son oncle également, le comte de Provence, futur Louis XVIII, et c'est aussi en son nom que les Vendéens, les Chouans et bien d'autres en province vont se révolter au cri de « Vive Louis XVII ». Malheureusement, vous en doutez bien, ce titre n'est sur le moment que théorique, puisqu'il est toujours en prison, c'est la République qui a été proclamée. Il reste avec sa mère jusqu'au 3 juillet 1793, date à laquelle le comité de salut public décide de l'arracher à sa mère pour le confier au cordonnier Simon et à sa femme. Ça nous donne une scène déchirante, celle d'un enfant qui veut sa maman, mais la République en a décidé autrement. Elle a d'autres projets pour lui.
Antoine Simon, le cordonnier, va être chargé de son éducation. Vous me direz, c'est assez paradoxal quand on sait qu'il sait à peine écrire. Oui, mais là, il est question d'éducation républicaine. Alors du coup, c'est cohérent. Enfin bref, la mission de Simon, grossier personnage brutal et imbécile, va être de faire oublier son origine à l'enfant, d'en faire le parfait petit républicain. Le procureur de la commune, Chaumette, responsable de cette décision, dira, je cite, « Je veux lui faire donner quelque éducation, je l'éloignerai de sa famille pour lui faire perdre l'idée de son rang. » Le petit Louis XVII est enfermé au 2e étage de la tour du Temple et la première sale besogne qu'on va le contraindre à accomplir, c'est de témoigner contre sa mère. On va tout faire pour lui retourner le cerveau et lui faire dire au procès de Marie-Antoinette, à 9 ans, que sa maman a eu des actes incestueux à son égard. Vous vous rendez compte à quel point c'est terrible, dégueulasse, et en plus d'être faux, évidemment. Heureusement que cette charge sera abandonnée avec le plaidoyer magnifique de Marie-Antoinette, mais le mal est fait. La suite, vous la connaissez, Marie-Antoinette est guillotinée à son tour, Louis n'a plus ni père ni mère, et passe son enfance avec ses 2 geôliers, sans respect ni amour, et le pire est encore à venir. Le 19 janvier 1794, les Simon déménagent. C'est là que le calvaire de l'enfant royal va prendre une tournure glauque et insupportable. Suite au départ des Simon, on enferme secrètement le gamin dans une pièce obscure, sans aucun confort, aucune hygiène, très peu de lumière, beaucoup d'humidité, au point d'ailleurs qu'on a du mal à ouvrir la porte qui est toute gonflée, et aucun, je dis bien aucun contact avec l'extérieur. Ça va durer 6 mois, jusqu'au 28 juillet 1794, 6 mois dans ces conditions pour un enfant de 9 ans. Le petit Louis XVII vit dans l'isolement total, accroupi comme un animal toute la journée. Son gardien lui glisse son repas à travers le guichet de la porte, un repas misérable bien entendu, je cite, « quelques fruits avariés ou trop secs, un peu de lait qui s'agitait inutilement au fond d'un bol ébréché. » Ça, c'est ce qu'écrit le docteur Pelletan. Le seul et unique contact qu'avait l'enfant, mis à part le repas glissé à travers le guichet de la porte, c'est la visite d'une petite souris grise. Tous les soirs, l'enfant l'avait plus ou moins apprivoisée, il partageait son repas avec elle, il attendait sa venue toute la journée. Cette souris, c'était le rayon de soleil de sa longue et triste journée. Lorsque Barras, président de la Convention thermidorienne, rend visite à l'enfant dans sa cellule, il le trouve dans un état de santé physique et mentale absolument déplorable. Il est muet, l'enfant, et totalement déshumanisé. Par conséquent, le comité de salut public décide, dans sa grande bonté humaniste et vertueuse, de lui affecter un autre gardien et d'améliorer quelque peu ses conditions de vie. On le change de cellule, de gardien aussi donc, mais il est déjà trop tard. À cause de ses conditions de détention et du traitement inhumain qui lui a été infligé pendant des mois et des mois, le petit Louis XVII est d'ores et déjà rongé par la gale, mais surtout par la tuberculose. Au début du mois de mai 1795, le médecin Pierre-Joseph Desseaux, je ne sais pas comment on prononce, désolé, le décrit ainsi, je cite, « mourant, victime de la misère la plus abjecte, de l'abandon le plus complet, un être abruti par les traitements les plus cruels. » Le 8 juin 1795, Louis XVII, roi de France, n'en déplaise à certains, meurt en captivité d'un vice scrofuleux, dit le rapport, en gros la tuberculose. Il avait à peine 10 ans. L'autopsie est réalisée le lendemain par le chirurgien Philippe-Jean Pelletan, puis le 12 juin, il est jeté secrètement dans l'anonymat, dans la fosse commune du cimetière Sainte-Marguerite. Pas beau ça. Triste fin pour cet enfant royal né au mauvais moment, victime de la cruauté de tout un système et de la folie de son temps. Fort heureusement, j'ai envie de dire, le chirurgien Pelletan a réussi à conserver son petit cœur qu'il avait camouflé dans un mouchoir, mis dans sa poche puis ramené chez lui et conservé dans un bocal d'alcool caché derrière sa bibliothèque. Après être passé de main en main, ce petit cœur momifié repose désormais depuis 2004 dans la nécropole royale de Saint-Denis. C'est grâce à ce cœur que des analyses ADN ont pu être faites en 2000, considérant qu'il s'agissait bien du cœur de Louis XVII. C'est pour ça que je n'ai pas souhaité entrer dans toutes les polémiques où l'on nous dit tantôt qu'il s'est évadé, tantôt qu'il a été remplacé par un autre enfant. J'ai pas voulu entrer dans les discussions sans fin au sujet des fameux faux dauphins non plus. Pour moi, l'ADN a parlé, faut arrêter. Puis surtout, ce n'est pas faire honneur à sa mémoire que de se livrer à ça. Oui, Louis XVII est mort au Temple, une mort due à ses conditions de détention inhumaines et révoltantes. Oui, c'est la République qui a assassiné cet enfant, comme elle a assassiné son père, sa mère
et bien d'autres. Les histoires à dormir debout n'effaceront pas ce crime qui, je le répète, est pour moi l'un des plus abjects de la période révolutionnaire. Allez, merci à vous. N'oubliez pas les pouces bleus, commentez, partagez, soutenez TV Liberté, c'est important. Soutenez la réinformation historique et vive Louis XVII.